On parle de cybercriminalité aujourd'hui sur Alsace 20 avec un enquêteur privé, Fabien Kozik. Fabien, qu'est-ce que c'est enquêteur privé? C'est une personne qui va intervenir sur des litiges civils et commerciaux, c'est-à-dire sur tout ce qui est les incidents informatiques qui vont impacter de manière très importante les entreprises mais aussi les particuliers. Et donc charge à moi de réaliser une enquête qui va pouvoir démontrer qu'il y a eu un préjudice, qu'il y a une cause, que les deux sont liés. Ça peut très bien être des particuliers pour des cas d'escroquerie sur Internet, pour des montants plus ou moins importants. Ensuite, des entreprises qui vont être victimes d'intrusions informatiques, soit pour des raisons parfois concurrentielles, de concurrence déloyale, mais aussi tout simplement de la malveillance pure, donc que ce soit du phishing, donc par exemple la captation de vos codes confidentiels de banque. Ces informations-là, souvent, les informations bancaires en particulier, sont revendues sur des sites de marché noir, sont revendues pour des prix variables et qui dépendent de la contenance du compte lié à la carte, voir où se retrouvent ces données, qui les héberge, qui en profite, qui les achète, qui les vend, etc. Donc c'est une enquête réellement. On s'attaque pas uniquement à l'attaque en elle-même, mais bien à tout ce qui la précède et tout ce qui la suit aussi. Mais comment on fait pour prendre les comptes bancaires de quelqu'un, les codes bancaires de quelqu'un? Le plus courant, le plus discret, c'est ce qu'on appelle des malwares bancaires. Donc ce sont des virus informatiques qui sont installés sur l'ordinateur de la victime et qui, lorsque celui-ci va se connecter à son site bancaire, va intercepter à la volée, au moment où il les inscrit, les codes. Ensuite, il y a tout un procédé technique qui fait que la victime est mise en attente sur sa page internet. Et pendant ce temps, le robot, vide le compte, fait des opérations bancaires, fait passer de compte en compte les sommes. Et ça devient complètement opaque. Voilà. Et on a beaucoup de mal à remonter. D'ailleurs, là, à partir de ce moment-là, ça relève uniquement des services de police. Donc les condamnations sont fréquentes, les peines sont proportionnelle à celle prévue par les textes. Il n'y a pas de différence faite entre le cybercrime ou non cybercrime, si vous voulez. C'est vraiment très bien interprété par la justice. Quand on se fait vider son compte, comme vous venez de l'expliquer, quel est l'arsenal juridique pour pouvoir récupérer ses fonds, son argent? Lorsque votre carte est utilisée, au Panama, alors que vous habitez à Strasbourg, effectivement, votre agence bancaire va le savoir. Et d'ailleurs, certaines banques sont proactives et vous le signalent avant même que vous ne le voyez. Autre point, Fabien, on a vu avec l'affaire Snowden que le monde entier était écouté, visiblement, et notamment par les Américains, qui ne se privaient pas d'écouter même les chefs d'État, Angela Merkel ou François Hollande. Partant de ce postulat, ça veut dire que, avec cette force de frappe, les Américains peuvent rentrer partout, surtout les ordinateurs aussi. Toute cette affaire Snowden a une importance puisque, au point de vue international, et puis sur des méthodes qui sont très discutables et dont on discute justement. Mais je pense que pour un particulier, il n'y a pas réellement lieu de s'alarmer et de se sentir espionné puisque finalement un État aurait que très peu d'intérêt à écouter un lambda. Mais il peut écouter une entreprise, un chef d'entreprise, du CAC 40, de grosses entreprises. Ça, c'est possible. Là, c'est différent puisqu'on tombe vraiment dans, justement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la défense des intérêts vitaux. Écouter un portable, pour vous, est-ce que c'est de la cybercriminalité? Écouter un président de la République, qui finalement n'a rien à se reprocher, ou une chancelière, est-ce que c'est de la cybercriminalité? À partir du moment où une infraction est commise pour voler des informations, pour récupérer des fonds, tout dépend de la définition que vous donnez à la cybercriminalité et vous aurez autant de définitions que d'acteurs. Selon votre définition à vous, professionnelle? C'est un problème diplomatique, je pense avant tout. Et que c'est une question de confiance entre des États et ça me dépasse très largement. Voilà, ça prouve bien qu'il n'y a pas de confiance entre les États. Si on écoute, dernier point, la source de renseignement, c'est ça, le smartphone ou les photocopieurs d'entreprise qui ont des disques durs. Il suffit de prendre les informations qu'il y a dessus. Tous les objets connectés sont source d'informations et effectivement, ceux dont l'usage est quotidien, répété, voire constant pour des téléphones, des smartphones qui sont connectés en permanence. Effectivement, il y a là aussi nécessité de les protéger et de les sécuriser. Oui. Ça veut dire antivirus sur son smartphone, hein? Non, en fait, on assiste plutôt à des
les utilisations d'applications malveillantes. Voilà. Donc qui sont installées par l'utilisateur et qui vont, en plus d'avoir le service attendu, vont récupérer des données, les transmettre de manière plus ou moins importante. Tout dépendra de l'usage que le pirate veut faire de cette application-là. En gros, vous nous dites on est démunis, mais il faut être vigilant. Alors je pense que d'abord la meilleure protection de base c'est le bon sens, et que de la même manière que vous n'allez pas dans la rue vous promener avec votre carte de crédit en chantant votre code confidentiel à tue-tête sur un téléphone ou sur un ordinateur, c'est la même chose. Il faut savoir que même si vous êtes chez vous, que vous êtes derrière votre poste, il y a un risque. C'est une question de prudence simplement, et que même sur Internet comme dans la rue, on ne fait pas n'importe quoi. Merci pour ces conseils. Merci à vous. Voilà, merci à vous. C'était la cybercriminalité aujourd'hui qui était en avant avec ce panorama créé à Strasbourg.